Europe 1, il est 8h32, la revue de presse. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors on retrouve ces jeunes qui étaient dans la rue mercredi. On les ausculte, on se demande s'ils sont une génération sacrifiée, s'ils croient en l'avenir. Le Monde, François Hollande, préavis de rupture avec les jeunes. Et puis il y a des jeunes, enfin tout est relatif, qu'on voit un peu trop. Le Figaro, les ambitions de Macron exaspèrent les socialistes. Quant à Libération, il traduit son titre en arabe pour signer un numéro spécial rédigé par des journalistes et artistes syriens. Tahrir donc, le quotidien des Syriens. Et pour ceux qui ont déjà quitté la Syrie, la croix, crise des réfugiés, le désarroi allemand. Ils sont toujours à la une de la presse ce matin, les dossiers de l'État islamique. Mais oui, on les retrouve en une du Parisien. Les fichiers de Daesh sortent de l'ombre, cette fameuse clé USB dérobée par un repenti et qui contiendrait les fiches de 22 000 combattants, dont 500 Français. Alors un spécialiste dans le Parisien regrette d'ailleurs que les médias aient publié l'info, annihilant d'emblée tout effet de surprise quand il s'agira d'interpeller les suspects. Mais pourtant le Figaro, lui, décrit surtout les nombreuses incohérences, les logos modifiés, le vocabulaire ne correspondant pas à la phraséologie djihadiste, qui pourrait laisser penser à une tentative d'intoxication ou de saturation des services de renseignement. Pendant que les analystes vérifieront plus de 500 000 données, nous dit le journal, ils ne feront pas autre chose. Alors notre seule certitude, c'est que nous ne maîtrisons rien. Dans la presse ce matin, l'Arabie Saoudite. Oui, ça c'est la une de Marianne et elle est volontairement brutale. Le déshonneur. Comment la France se vend à l'Arabie Saoudite. Alors droite et gauche confondues. L'épisode de la Légion d'honneur en fait n'est qu'un détail. Pourtant, 4 mois après son arrivée au Quai d'Orsay, Laurent Fabius, nous dit Marianne, recevait une note de la direction de la prospective de son ministère titrée « Opposition syrienne de l'intérieur, le piège islamiste vient du Golfe et nous risquons d'y tomber ». Mais le financement des groupes djihadistes par l'Arabie Saoudite et le Qatar ne semble pas gêner le théoricien de la diplomatie économique. Pire, sur chaque dossier, vente d'armes, réseau, nos brillants tacticiens sont systématiquement à côté de la plaque, se laissant manipuler ou misant sur des personnalités en perte de vitesse. Bref, le déshonneur et l'inefficacité en prime. Mais il faut lire aussi l'éditorial du Monde. Le journal consacre une page à l'attaque dont la Tunisie a fait l'objet, une attaque militaire coordonnée en forme de tentative d'implantation avec des messages adressés à la population civile lui enjoignant de se ranger du côté des assaillants, des djihadistes. La Tunisie est une cible prioritaire et les Occidentaux ne l'ont pas compris, nous dit Le Monde. Où est la mobilisation exceptionnelle publique et privée en faveur des 11 millions de Tunisiens ? À quand un conseil européen consacré à la Tunisie, demande Le Monde, suivi d'une conférence des investisseurs européens ? L'aveuglement face à ce qui se joue en Tunisie est pathétique et désespérant. Je découvre, Natacha, que vous voulez nous raconter une histoire d'amour. Oui, ça c'est Marianne qui nous raconte, c'est une histoire incroyable. Celle de Rachel, jeune juive de Haïfa. Elle a 16 ans, elle est belle, elle est amoureuse de Fouad. Il a 23 ans, mais lui il est arabe, il est syrien. On est en 1948 et la guerre vient d'éclater entre juifs et arabes. Alors Rachel s'enfuit avec Fouad. Sa famille n'aura plus jamais de nouvelles d'elle. Enfin, plus jamais avant ce jour de décembre 2015 où elle est exfiltrée de Damas vers Israël. Entre-temps, Rachel s'est mariée avec Fouad, est tombée enceinte, mais il a été tué 2 mois plus tard. Et Rachel s'est retrouvée perdue dans la guerre, le chaos, emmenée à Damas par la mère de son mari qui déteste la juive, mais qui veut à tout prix récupérer l'enfant. Elle accepte finalement d'épouser Yassine, le frère de Fouad, qui a toujours été amoureux d'elle. Ils auront 8 enfants. Alors elle raconte sa vie heureuse à Damas, en ces années où on pouvait, malgré tout, être juif en Syrie. Aujourd'hui, Israël a exfiltré les derniers juifs syriens. Pendant ce temps, son fils aîné, l'enfant de Fouad, 67 ans maintenant, vient d'arriver dans un camp de réfugiés aux Pays-Bas avec ses filles et leur famille. Ils sont passés par la Grèce, ils ont payé 2 000 € par personne. Rachel et les siens, écrit Martine Gozlan, sont des fragments d'humanité détachés de l'arbre originel. Le même sang court dans leurs veines, mais il n'est pas sûr que les jeunes cousins arabes et juifs puissent accepter cette réalité. Leur histoire est celle du Moyen-Orient. Un succès de librairie. Oui, alors c'est un petit article du Figaro qui évoque un succès en fait dont on a du mal à se dire qu'il est anodin. L'édition critique de Mein Kampf en Allemagne est un best-seller. Ah ouais. Et même si la version est accompagnée évidemment de commentaires démontant les arguments de Hitler, on n'arrive pas vraiment à se laisser convaincre par l'éditeur qui explique que ce sont bien les commentaires que viennent chercher les lecteurs. Alors en France, la publication est prévue pour bientôt, on verra. Une école de la réussite s'invite dans la presse. Oui, ça c'est le Figaro Magazine qui consacre un reportage à une grande école française qui incarne l'excellence. Alors c'est pas l'ENA, ce n'est pas Polytechnique, c'est l'école des Gobelins que le monde entier nous envie. Elle forme des graphistes, des photographes, des créateurs de jeux vidéo,
vidéo, et tous ces spécialistes de cinéma d'animation qui ont révolutionné le genre. Travail de groupe, ouverture, créativité, mais pour y entrer surtout un concours ultra sélectif. Alors malheureusement, aujourd'hui, les jeunes de milieux défavorisés y accèdent moins qu'avant. Mais en fait, c'est pas la faute des gobelins. C'est au primaire, au collège, au lycée que tout ça se joue. Un clin d'œil dans votre revue de presse. Oui, le magazine Styliste nous raconte que le 23 janvier dernier, de très nombreux usagers de Twitter se sont émus du décès de Donna Summer. Alors, je ne sais pas si vous êtes réveillé, Maxime. Oui, si, à peu près. Si vous êtes réveillé, vous me dites, mais Donna Summer est morte il y a 4 ans. Oui, ça fait un petit bout de temps, 4 oui, ans. quand même. Oui, sauf qu'un article du Huffington Post, daté de 2012, a été reposté en janvier, et du coup, tout le monde s'est emballé. Voilà. Alors, le styliste s'interroge sur ces phénomènes d'amnésie. Est-ce que nous sommes devenus complètement idiots ? Nous avons Alzheimer ou quoi ? Et en fait, ce que nous explique le journal, c'est que si nous partageons de vieilles infos, c'est parce que la technologie elle-même est là pour nous tromper. D'abord, nous voulons être le premier, donc nous retweetons évidemment sans réfléchir et sans vérifier. Mais les sites eux-mêmes, les sites internet ressortent du vieux parce que ça fait du clic. Un vieil article de 4 ans qui a bien marché, ça fait autant de clics qu'un article neuf. Oui, voilà ce qui arrive quand on délègue sa mémoire à la technologie. On voit ressurgir des déclarations, vous savez, ma priorité c'est la jeunesse, et on se rend même pas compte que c'est un vieux truc qui est plus du tout d'actualité. Ma priorité c'est la jeunesse. Qui a pu dire ça en 2012 ? Je sais pas. Je ne sais pas. Merci beaucoup, c'était la revue de presse sur Europe 1. Merci Natacha Polony.